Bonjour, bienvenue sur Dotevlog, le complément indispensable de Dotblog, que vous connaissez certainement déjà, ou alors que je vous incite à aller découvrir en suivant le lien dans la description en dessous. Aujourd'hui, un vlog rapide, d'ailleurs il n'y a pas de fond vert, on va faire ça décontracté, quelque chose de très simple à faire, mais qui peut être très payant. C'est-à-dire comment transformer un site web en une application Xamarin.Forms en quelques minutes. On y va, c'est tout de suite. Le plus simple est de commencer par une petite démonstration. Vous l'avez à l'écran, regardez, j'ai même créé un raccourci. On va appeler cette application. Alors bien évidemment, là nous sommes dans l'émulateur Android, elle fonctionne sur UWP, sur iOS, etc. etc. C'est du Xamarin.Forms. Comme vous le savez, en mode debug, en plus c'est légèrement plus lent, et sous Android, on n'a pas de splash screen par défaut. Donc il faudrait créer un splash screen pour finaliser cette application, au moins pour Android, et puis le reporter bien évidemment dans les autres versions de l'application. Et puis il faudrait créer un logo qui servirait d'icône pour cette application. Donc, on y va. Nous voici avec le blog que vous reconnaissez. La première des choses que l'on peut dire, c'est qu'il faut absolument que votre blog, que votre site web, celui que vous voulez afficher et transformer en application, il faut bien évidemment qu'il soit créé dans un esprit adaptive design, c'est-à-dire qu'il puisse s'adapter à un écran de smartphone. C'est le cas pour Dotblog, où nous avons une version qui est capable de s'adapter, d'afficher les choses plus ou moins bien, mais en tout cas assez correctement, en mode smartphone. Donc ici, on est sur notre application, on voit qu'on n'a pas de barre de navigation. La barre qui est ici, c'est la barre de navigation du site. Alors quand je clique sur le hamburger, on ne voit pas se défiler le menu local. C'est un problème dans l'émulateur. Sur une véritable device, ça marche très bien. Donc on est sur le blog, on peut voir tous les titres, comme quand vous allez sur le blog avec votre browser depuis votre PC ou votre Mac. Quand on clique sur un titre, on voit la barre de chargement en bas qui nous indique que c'est en cours. Là, c'est la mise en page de mon site qui fait que j'ai une petite barre de partage qui s'affiche systématiquement. Et là, on peut lire l'article en entier. Donc, vous voyez, la mise en page est respectée, on a une taille de texte qui est correcte, etc. Tout ça est lié, bien évidemment, à ce que sur mon site en ASP.NET, on a une partie traditionnelle, et en fait, on a une partie qui est refaite, et qui est appelée lorsque on détecte un affichage qui est de type smartphone. Donc tout ça, c'est de l'adaptive design, ASP.NET, HTML, CSS, peu importe ce que vous utilisez. C'est un autre débat, je ne rentrerai pas dedans. Mais voyez par exemple que le site contient un GIF animé, que ce GIF animé fonctionne, peut être visible. On peut laisser des commentaires, on peut bien sûr partager. Maintenant, la touche de retour arrière du téléphone va nous faire revenir sur la page précédente du site, donc la navigation fonctionne correctement et on revient exactement à l'endroit où on en était sur la page, donc c'est très agréable. Et vous voyez que si je reviens un coup en arrière, vu qu'on était sur la page principale, l'application va me demander est-ce que vous voulez réellement sortir de l'application, parce que là ça va faire un close de l'application, et c'est peut-être pas ce que l'utilisateur veut, puisqu'il est en quelque sorte habitué à ce que le bouton back ici permettre de naviguer en arrière sur le site web et pas dans les applications Android ou iOS ou autre chose. Donc on a un petit message, une confirmation. Si je dis non, je reste ici et il n'y a pas de problème. Petites améliorations qui ont été ajoutées, bien évidemment, pour en faire une application un peu sympa. On a la possibilité, bien entendu, de pouvoir recharger une page dans le cas où quelque chose se passe mal, parce qu'ici, on ne peut pas interagir. Le F5 ne marche pas, par exemple, on n'est pas sur un PC. Donc, un petit swipe menu qui va être disponible, si j'arrive à l'attraper, avec ma souris, voilà. Un petit swipe menu extrêmement simple pour cette démo, avec un logo, etc. et un bouton recharger. Si je fais recharger, la page va se fermer automatiquement, le site web en question, qui est celui de l'application, va se recharger, barre de chargement en bas, qui nous indique que tout est OK, et on se retrouve sur la page principale du site web. Tout ça marche très bien. Maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin et se dire, bon, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de connexion Internet? Parce que bien évidemment, il faut une connexion Internet. Alors, on me dit, ouais, mais c'est pas tout à fait transformer un site web en application, s'il faut qu'on puisse se connecter au site web. C'est vrai, mais si on avait fait une application
où on avait embedé directement tout le site web à l'intérieur de l'application, on aurait quelque chose de figé, et donc pour mettre à jour ce quelque chose, il faudrait bien avoir une connexion Internet, sinon la personne ne ferait que lire des vieux articles, en ce qui concerne par exemple un blog, et ça serait pas intéressant. Donc il faudrait de toute façon toute une logique spécialisée dans la connectivité de l'application pour aller chercher s'il y a des nouveaux articles, les rapatrier, un traitement extrêmement sophistiqué et très lourd qu'on peut directement bypasser en faisant simplement un load de la page qui est derrière. C'est aussi simple, ça demande exactement la même chose, c'est-à-dire une connexion Internet, et finalement, on ne pourra pas s'en passer. Donc autant faire simple que compliqué. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que sur un téléphone, sur une unité mobile, on peut perdre la connexion Internet. Alors on va voir ce qui se passe. Dans le cas de la connexion Internet qui disparaît, on va venir là et on va tout simplement passer en mode avion. Le mode avion coupe toutes les communications, c'est bien connu. Je suis sur mon site, automatiquement il le détecte, il cache la page web et il affiche un petit bandeau qui nous dit « Activez une connexion Internet pour utiliser l'application. Merci ». Ah bon, mais donc il suffit que je revienne ici, que je remette les communications en route, et on va voir qu'en quelques instants, sur une vraie device, ça va plus vite, mais on voit que la page est rechargée, donc il y a un reload, la page est rechargée, parce que bien évidemment, on ne sait pas quel temps s'est écoulé entre les deux moments de perte de communication, le moment où elles sont revenues, donc le mieux est de recharger en fait la page d'accueil du blog, ici, puisque c'est un blog, il peut y avoir des nouvelles entrées qui sont arrivées, donc on ne va pas recharger la page où la personne était, on ne fait pas un reload de cette page, mais on va faire un reload directement de la page de garde. Là, c'est un choix personnel parce que c'est un bloc que j'affiche. Concernant un site, on peut très bien avoir une autre démarche. Donc voilà pour cette petite démo qui vous fait voir comment on transforme une application. Donc je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir switcher d'application. Là, j'en ai qu'une seule qui est lancée, mais enfin, je vais ressortir. J'ai créé l'icône sur le bureau du smartphone, et quand je clique dessus, bien sûr, on revient dans l'application, et éventuellement à l'endroit où on était, tant qu'on n'a pas été shooté. Donc voilà pour le résultat de cette transformation, grâce au Xamarin Form, et on va voir que c'est relativement simple à faire. Il y a 2-3 petites choses à prendre en compte, mais finalement, c'est pas si compliqué. On y vient, c'est la partie qui arrive maintenant. À tout de suite. Alors, juste avant de passer au code, une petite démonstration en version UWP. Là, bien sûr, c'est sur l'ordinateur local. J'ai une fenêtre qui est retaillée à peu près de la taille d'un smartphone, et on s'aperçoit qu'on a effectivement notre petit menu local, on a notre application, mais apparaît ici un bouton de hamburger qui est celui de l'application qui permet d'afficher le master detail en mode popover. Si on change les caractéristiques du site web, on voit que la partie qui est derrière le site est bien interactif et qu'il sait bien se remettre en page puisque le hamburger disparaît dans la bande noire et on a bien l'ensemble de ce qu'on retrouve quand on va sur le site avec un web browser depuis son PC. Ici, on peut recharger. Ce qui manque, bien évidemment, on s'en aperçoit très vite, c'est que nous n'avons pas de bouton back. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le choix d'afficher cette page sans utiliser de navigation page, puisqu'il n'y a qu'une seule page dans notre application, qui est la WebView. Toutefois, si on est sur UWP, on aurait intérêt à avoir une navigation page, parce qu'on voit que avec le menu en mode popover, on a une place qui est libre, et en plus de ça, elle n'affiche rien, et elle n'affiche pas le bouton arrière. Donc il faudrait modifier ce comportement. Quoi qu'il en soit, l'application est bien évidemment faite plutôt pour Android et iOS. Alors on peut se dire que de toute façon, sur UWP, il n'y a guère d'intérêt à déployer cette application, puisque sur un PC, il suffit, ou sur un Mac, il suffit de prendre son web browser et d'aller directement sur le blog. Donc ici, c'est plutôt pour l'exercice de style, mais enfin on s'aperçoit qu'on pourrait avoir à compléter un tout petit peu si on voulait réellement faire une application UWP. Mais ça ne sera pas le cas parce que c'est complètement inutile dans ce cas. Mais on voit que ça fonctionne très bien, qu'on peut recharger la page, on voit la barre de progression, on peut aller bien évidemment lire les articles. Ici on est en mode large, donc on a la petite bande sur le côté plutôt qu'en plein milieu ou en bas, je veux dire, du site web. Tout ça, c'est du design, et donc c'est du design de l'application web, donc ça ne nous intéresse pas dans ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Mais enfin, voilà les petites choses auxquelles on peut faire. Ça marche sur UWP, même si ça n'a qu'un intérêt très très limité en l'espèce, et qu'un web browser serait largement suffisant. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout la version Android et la version iOS, bien entendu. Et là, le swipe fonctionne et permet de faire apparaître la page, et les boutons permettent de revenir en arrière. Passons au code maintenant. Quelques mots avant de commencer la visite du code. Nous allons voir la classe WebView.
car à peu près tout ce qu'il faut savoir se trouve dans la documentation en ligne. C'est bien de le dire et de le redire, même si des fois elles ne sont pas complètement à jour, même si des fois il manque des choses, parce que Xamarin.Form évolue assez vite. Certains contrôles, comme la WebView, a peu évolué dans les dernières versions, et donc la documentation est parfaitement suffisante. D'ailleurs, il est toujours bon de le répéter, on n'invente jamais rien. J'ai l'habitude de dire, si je le sais, c'est que je l'ai lu quelque part. Alors en dehors, quand je vous parle de stratégie de développement, quand je rentre dans des détails un peu plus philosophiques, quand je vous propose des idées sur des structures, sur des architectures de développement, sur des conseils de façon de faire, effectivement, cela repose sur mon expérience et on va dire que c'est une production personnelle. Mais quand je parle d'une classe qui existe dans un framework existant, j'ai rien inventé. Je suis allé lire le code source s'il n'y a pas d'autres docs plus à jour, et je suis allé lire la doc quand il y en a une, et c'est de là que je sais ce que je sais. Il n'y a pas de miracle. Donc ici, nous avons la doc Microsoft de la WebView. Cette WebView, elle contient un certain nombre de propriétés. Je vous invite à lire cette doc, on ne va pas le faire ici. À des constructeurs, des machins, on s'en fiche, on a des propriétés en pagaille. Il y en a quelques-unes qui vont nous intéresser. Donc vous pourrez lire le complément, bien sûr, d'informations sur cette page d'information ici. Vous avez cette autre page, alors c'est un peu le cafouillage de la doc Xamarin.Form, je suis d'accord avec la remarque de certains lecteurs d'ailleurs, c'est pas évident parce que les docs qu'on trouve sur internet, malgré la grande volatilité et la grande plasticité d'internet, et c'est là son intérêt, eh bien c'est pas vraiment à jour, parce que les versions de Xamarin.Form se succèdent à un rythme effréné depuis des années, et qu'il y a toujours un petit peu de lag entre ce qu'on peut lire et la réalité de ce qui est fourni. Ici, on a une deuxième page dans la documentation Microsoft qui présente les choses un tout petit peu autrement, avec d'autres informations, avec la façon d'afficher des chaînes HTML en local, donc c'est très intéressant, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que d'ailleurs cette doc est presque vampirisée que par les problèmes d'afficher du local, où est-ce qu'on doit placer les fichiers HTML, etc., ou comment générer du HTML et l'afficher directement. C'est vraiment pas ce qui nous intéresse, mais par contre, ce qui va nous intéresser, ce sont les principales propriétés du WebView, c'est-à-dire par exemple le go back, le can go back, tout ça, ça nous intéresse. La façon de l'implémenter, est-ce qu'il faut activer des choses en termes de sécurité sur iOS, sur Android? Il y a des petites choses pour certains OS qu'il faut faire, pour autoriser bien sûr l'accès à Internet. Et puis comme on va utiliser, je ne reviendrai pas dessus parce que je les ai déjà présentés, les Essentials de Xamarin, donc cet ensemble d'API qui permet d'accéder à des fonctions natives, comme par exemple contrôler la connectivité de la device, donc pour pouvoir savoir si, en gros, il y a de l'Internet ou il n'y en a pas, et tout ça peut réclamer des autorisations selon les OS. Donc on voit que dans ces documentations, on a à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. C'est pas complètement en total, puisque effectivement, il y a une partie qui se puise dans la doc, et puis il y a une deuxième partie qui est comment on s'en sert, et ça, bien évidemment, c'est l'expérience, et c'est ça que j'essaye de vous apporter à chaque fois, c'est-à-dire cette façon de prédigérer une information qui n'est pas toujours évidente, qui est un peu éparpillée, pour vous proposer quelque chose d'un peu plus simple et d'un peu plus réaliste aussi, parce que le réalisme m'importe beaucoup. J'ai fait un papier il n'y a pas longtemps sur d'autres blogs là-dessus, sur le passage de la démo à la réalité, qui est loin d'être évident en général. Donc j'essaye de faire des choses qui marchent pour de vrai, et ce qui fait que les vidéos sont toujours un peu plus longues, ou les articles sont un peu plus longs que ce qu'on peut retrouver. Ici, ce que je vous fais voir maintenant, c'est mettre un WebView sur une page de Xamarin.Form, et de lui mettre une valeur à sa propriété URL, et puis voilà, basta. Si on fait ça, on peut dire, ouais, ça y est, j'ai fait. Il faut effectivement 15 secondes, c'est une démonstration du WebView, mais c'est pas comment transformer un site web en application. Comme vous l'avez vu avec la démo tout à l'heure, ce petit programme, cette petite app, fait quand même un certain nombre de choses, autres que d'afficher simplement et bêtement une URL dans un WebView. On va en venir à notre code. Alors, concernant le code, au départ, je suis parti de quelque chose de très simple, d'une content page. Alors, elle est assez simple, une content page qui contenait effectivement rien d'autre, même que cette partie-là, c'est-à-dire la WebView. Ça, c'est ce que vous voyez dans toutes les démonstrations sur les WebView, c'est-à-dire une content page qui contient une seule chose, la WebView. Cette WebView, elle pourrait avoir même l'URL qui est fixée ici, mais c'est pas le cas. Elle va être fixée par code parce qu'on peut recharger la page, et donc tout ça vaut mieux que ça soit centralisé. Elle a des propriétés, elle a des événements, et ça s'arrête là. Ça suffisait pour afficher une page web directement dans une application Android iOS, et cela sans autre fioriture. Bien évidemment, ça ne donne pas l'application que je vous ai fait voir tout à l'heure.
La première des choses qui nous intéressent, c'est que on veut pouvoir gérer l'affichage sur la perte de connexion Internet et pouvoir l'enlever, bien évidemment, quand la connexion est revenue. Tout ça, ça commence à compliquer un peu les choses. Donc, du coup, cette content page, elle va contenir une grille. Cette grille n'a pas de définition de colonne et de row, donc on va considérer qu'elle n'a qu'une seule case, qui est en 0, 0. On n'a même pas besoin de fixer des row definition ou des colonnes definitions. Et puis là, on va mettre un stack layout dans lequel on va avoir notre WebView. Pourquoi dans un stack layout? Parce que peut-être on peut avoir des choses à afficher, notamment la progress bar qui est ici, et qui apparaît et qui disparaît en fonction de l'état de l'application. Et puis sinon, quand elle n'est pas visible, elle prend toute la place, mais on va avoir un affichage de ce stack layout avec un padding qui va être différent selon la plateforme. Donc pour Android et WP, on a une marge de 0, un padding de 0, et pour ce qui est d'iOS, on va réserver les 20 pixels en haut. Ça, c'était la deuxième étape, troisième étape. Et puis, il faut afficher quelque chose. Donc grâce à cette grille, on a une content view qui contient le label qui est centré, etc., activer une connexion Internet, ce qu'on a vu tout à l'heure lors de la démonstration, et qui est lui aussi en row 0, colonne 0. Et sa visibilité est mise à false par défaut au départ. Alors on s'aperçoit que la plupart de ces contrôles ont un XNAME. C'est peut-être la première fois dans une de mes démos où je ne vais pas utiliser MVVM. Parce qu'au départ, on est sur quelque chose d'extrêmement simple, et qu'ici, ça serait vraiment killer que d'aller s'enquiquiner avec une structure MVVM, de transformer toutes les gestions d'événements en commandes. Certaines n'existent pas sous forme de commandes, donc avec des event to command et des choses de genre là en behavior. C'est vraiment pas le sujet, bien sûr, d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire si l'application devient plus complexe, bien évidemment, et je vous y incite, mais ce n'était pas nécessaire dans cette démonstration. Donc on va travailler uniquement avec du code behind. Je vous dis, c'est certainement la première fois que je fais une démo en tant de temps sur une application qui n'utilisera pas MVVM. C'est pour ça qu'il y a des XNAME qui sont définis, parce qu'il va falloir accéder au contrôle depuis, bien évidemment, le code behind. Ça, c'était donc de troisième étape, quatrième étape, pour complexifier un peu l'affichage. Donc d'abord la WebView, étape 1. Deuxième étape, le stack layout, parce que je veux avoir une progress bar. Troisième étape, on englobe dans une grille, parce qu'on veut pouvoir avoir le bandeau d'activation Internet qui s'affiche ou qui se cache. Tout ça dans une content page au départ. Et puis, j'avais besoin d'une place pour le bouton Reload. C'est-à-dire qu'il peut, malgré le bon fonctionnement de cette petite application et la prise en compte de la connexion Internet, que tout ça va se faire automatiquement, on ne peut pas tout prévoir. Des fois, une page web, ça se bloque, le serveur est en erreur 500, bon, peu importe, il peut se passer des choses, et j'avais pas envie d'aller complètement farfouiller à l'intérieur de la page qui est affichée pour détecter des chaînes de caractères ou je ne sais trop quoi, ou les codes de retour Internet. Tout ça, c'est bien compliqué, alors qu'il suffit d'avoir tout simplement un bouton Reload pour permettre à l'utilisateur de recharger la page dans le cas où ça marche pas. Seul problème, c'est comme on affiche en pleine page notre WebView, où placer ce satané bouton. Alors soit on a un système de détection qui permet de l'afficher quand il y en a besoin, mais dans ce cas-là, on fait le reload nous-mêmes, ça sert à rien de mettre un bouton, si on est capable de détecter la condition. Donc c'est justement parce qu'on n'est pas capable de détecter toutes les conditions qu'on veut un bouton. Donc du coup, on ne peut pas le laisser non plus afficher toujours. Ça va prendre de la place, c'est vraiment très laid. Franchement, ça me plaît pas. Donc il fallait trouver une astuce. L'astuce, c'est la cinquième étape. Ici, je pense qu'on doit en être au moins la cinquième, c'est de réenglober tout ça dans une master detail page, vous savez, donc ce système de page avec une page qui arrive par le swipe depuis la gauche, ce qui nous va très bien. Alors on peut paramétrer bien sûr le swipe, mais c'est vraiment ce qu'il nous faut, c'est simple. Et la master page donc, va être aussi une content page, celle qui va contenir le menu, on va dire, de l'application. En fait, pour l'instant, il n'y a rien d'autre que l'affichage du logo et l'affichage de ce fameux bouton recharger, qui va être connecté à un événement, lui aussi, dans le code behind. Et notre content page de départ va se retrouver encapsulé dans la propriété master detail page.detail, parce que maintenant, c'est la page de détail. Et j'ai pu réaliser toutes ces choses graduellement au fur et à mesure, en complexifiant la démonstration, sans que ça pose de problème. Rajouter une grille, rajouter le content page et la réenglober dans une master page, tout ça, c'est fait naturellement, avec juste une seule obligation, c'est au moment où je suis passé d'une content page à une master detail page, ça a été bien sûr de changer la classe, bien entendu, dans la main page. Mais comme vous le regardez dans le code behind, c'est une partial class main page,
mais il n'y a pas besoin de répéter le nom de la classe ici. Moi je l'enlève parce que c'est pas indispensable. Elle est partielle, il connaît le nom de la classe, ça sert à rien d'aller dire master detail page, etc. Si vous avez par exemple des outils de type ReSharper, je pense qu'il vous le dit. Il vous dit que c'est inutile et que vous pouvez l'enlever. Nous voici pour la partie XAML. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein, vous voyez, Donc maintenant qu'on a fait ça, on n'a pas grand-chose à faire. Alors, peut-être une première astuce qui n'a pas grand-chose à voir avec la WebView. Ici, j'affiche, comme vous l'avez vu sur la page menu, en fait, j'affiche 2 ou 3 images, le logo .blog. Donc là, les images, j'avais pas envie de les mettre dans chaque projet, parce que c'est exactement les mêmes, ça va apparaître à cet endroit-là. Encore une fois, c'est une simplification. Vous pouvez avoir des images dans toutes les résolutions et les mettre dans chaque projet. Mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant de reparler de ce problème d'image locale, parce que c'est pas si évident que ça. Vous voyez, j'ai .blog 300 et Inaxos PNG, qui sont les deux images qui sont affichées dans le menu, dans la master, et je les ai placées directement dans mon projet commun. J'aurais pu créer un répertoire pour ça, etc. Mais pour 2 images, et sachant que je ne vais pas en avoir d'autres de plus, on voit très bien que ça suffit. Première chose à savoir, c'est que vous devez les intégrer, bien sûr. Et ici, vous voyez, en ressources incorporées. Donc Embedded Resource, si vous êtes en mode anglais, bien évidemment. Mais si vous êtes sur un VS en français, ça sera ressources incorporées. Donc ça, c'est la première chose. Mais si vous essayez dans votre programme de dire image source égale .blog300.png, comme vous le feriez pour une image qui est dans les fichiers natifs, dans les projets natifs, ça ne va pas fonctionner. Pour des raisons de convertisseur, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il ne sait pas le faire. Donc pour ça, il faut créer une extension XAML qui, elle, sait faire le boulot. C'est pour ça qu'ici, vous voyez que mon image source, c'est .blog.imageResource, .blog300 machin. Après, tout le reste est normal. Mais d'où vient ce .blog imageResource? Alors, .blog, c'est tout simplement l'alias local en XAML ici qu'on va retrouver, hein, XML namespace, .blog qui est tout simplement le local, le code local. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette classe imageResource? Eh bien, on l'a ici. On crée une classe qui s'appelle imageResource_extension. On utilise après le nom imageResource parce que XAML sait enlever le mot extension à la fin, qui est une markup extension, dont la content property par défaut, ça sera source, ce qui permet de ne pas être obligé de préciser source à chaque fois. C'est juste une fioriture, on pourrait ne pas le mettre, mais ça complète correctement cette espèce de convertisseur. En fait, c'est pas un convertisseur, c'est une extension XAML, hein, qui permet justement de complexifier les balises XAML par ses propres programmes et ses propres mécanismes. Elle expose une public property source, qui est simplement en getSet, il n'y a rien d'extraordinaire, pas d'INPC, etc. Et puis, par contre, elle a un provide value, qui est bien évidemment une interface héritée de eMarkup Extension, qui est la seule. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne, si la source est nulle, on retourne nulle, mais si elle n'est pas nulle, on utilise un imageSource.FromResource. Et c'est là l'astuce. Il ne sait pas le faire depuis les ressources de l'application Xamarin.Form. Il sait le faire directement depuis les ressources natives, quand il est en mode natif sur iOS, sur Android, sur UWP, etc. Mais par défaut, il ne sait pas faire quand il s'agit d'images embeddées dans l'application Xamarin.Form. Donc il faut faire un image from resource, on donne le source, le type of, donc image resource extension, donc ici, getType.info, .assembly, donc qui nous permet de réextraire le nom de l'assembly dans lequel se trouve l'image, puisqu'elle est embeddée dans le code. Ce qui fait qu'en XAML, on va utiliser cette extension XAML pour dire source égale ça, et est égal à quoi? À .blog image resource, etc., etc. Alors on pourrait essayer de directement mettre la source, des choses comme ça. Ici, on voit qu'on n'a pas reprécisé le mot source, puisque en fait, .blog.blog300, etc., c'est la valeur qu'on affecte à la propriété source de l'image resource extension. Donc déjà, extension, on ne l'écrit pas, et de 2, source, on ne l'écrit pas, puisque par défaut, la content property, c'est celle qui s'appelle source. Bon, c'est un peu rapide, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, parce que c'est pas le sujet du jour, mais vous voyez à quoi ça correspond. Et dernière petite astuce, le nom de l'image n'est pas .blog300.png comme on le voit ici, ou comme ça serait le cas si on l'avait posé dans un projet iOS ou Android. Non, vous voyez qu'elle est préfixée par le nom du namespace de l'application. Alors si je les avais mis dans un sous-répertoire, il faudrait, et que ce sous-répertoire est porteur de namespace, ce qui est le défaut en général quand on crée des folders dans Visual Studio,
Il faudrait aussi préfixer par le namespace, par exemple .image, .dotblog 300, si on a créé un répertoire image. Ici, comme elles sont directement dans la racine, c'est .blog. Donc si vous oubliez ça, ça ne marche pas. Si vous ne créez pas l'image resource extension, ça ne marche pas. Et c'est ce qui nous permet par contre d'avoir les deux images directement ici et de ne pas s'enquiquiner à les distribuer dans toutes les versions, dans toutes les résolutions, etc. Avec les désavantages que vous connaissez, qu'on ne va pas redétailler ici, à savoir le problème de l'adaptation à toutes les résolutions d'écran. Il risque d'y avoir des couacs, mais les images étant assez grosses, même si elles apparaissent un peu plus petites sur un écran qui est plus petit, c'est pas très grave. On pourrait fixer leur taille directement ici, ce que je n'ai pas fait par exemple. On voit que dans la version UWP, le dotblog est un peu gros, donc on pourrait être amené à le réduire, à fixer une taille. Après, c'est une question de design adaptif côté application Xamarin.Forms. Je vous laisse faire ce qu'il faut si vous voulez réaliser ce genre de choses. Donc, c'est à peu près la seule chose. Donc, on va passer maintenant au code behind, qui, comme je l'ai dit, est le seul qu'il va y avoir dans cette application pour une rare fois où je ne fais pas tout en MVVM, parce qu'ici, ça ne se justifie pas vraiment, parce que MVVM vous autorise à avoir du code behind si vous ne jouez que sur des propriétés d'affichage et qu'il n'y a pas de logique métier. Ici, en fait, ça va être vraiment ça va être que de la logique d'affichage. Cacher le truc, le montrer, attraper un événement pour faire un reload. Est-ce que c'est vraiment de la logique métier que de faire un reload sur un WebView s'il n'y a que ça à faire dans toute l'application? Ça peut se discuter, mais ici, franchement, on travaille quasiment que les outils d'interface. La seule petite chose, c'est peut-être la prise en compte du système de connectivité, mais si on le faisait en MVVM, on se compliquerait énormément la vie pour quelque chose qui est très direct ici. Donc, on commence avec ce code. Il est temps de passer à la révision du code qui n'est pas très gros, pour vous faire voir les quelques choses qui sont importantes à se rappeler pour transformer ce site web en une petite application Xamarin.Forms. La première chose, donc, nous sommes dans le code behind, initialize component dans son constructeur. Première des choses, nous allons faire un navigation page.set as navigation bar de false, c'est-à-dire que je ne veux pas de barre de navigation. Donc c'est ici que je pourrais en laisser une, par exemple, pour que ça fonctionne sur UWP un peu mieux peut-être. Il faudrait le tester pour s'en assurer, pour que le bouton back apparaisse. En tout état de cause, ici j'enlève tout ça pour Android et iOS, qui sont les deux cibles de cette application. Je fais intervenir un check internet. Vous allez voir à quoi cela sert, comme son nom l'indique, à contrôler la connectivité dès qu'on rentre dans l'application. Et donc à initialiser une propriété dans ce code qui va savoir si la connexion Internet est en route ou pas. On va décider de rendre visible ou pas tout de suite le message Internet s'il y a de la connectivité ou s'il n'y en a pas. Et si on est en design, si on n'est pas en design mode et qu'Internet est OK, on va charger le blog. L'autre blog, pourquoi pour une seule ligne, c'est un peu idiot de créer une procédure? Non, parce que cette méthode va être appelée 2 ou 3 fois et que j'ai pas envie de retaper 15 fois la même chaîne de caractères. J'aurais pu créer une constante, mais enfin bon voilà, c'est fait uniquement là ici. Et qu'est-ce que ça fait? DB web source est égal, donc l'URL qui est celle de base du site que vous voulez transformer en application. Check internet qu'on voit ici, elle fait quoi? Elle rend visible par défaut le WebView, et puis elle change la propriété is internet OK, connectivité, etc. Donc là, on utilise les Xamarin Essentials pour aller chercher la classe Connectivity qui nous permet de savoir dans quel état se trouve la connexion Internet. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les moult options du Network Access, mais c'est uniquement s'il y a Internet ou pas. On va se connecter aussi, on le verra, à la classe Connectivity pour être averti des changements dynamiques de la connectivité Internet. Donc on aura un événement, la connectivité a changé, quand la connectivité change, on réappelle tout simplement le check internet qui est comme ça, centralisé, qui peut appeler à différents endroits du programme. On a donc une propriété booléenne is internet OK, elle renvoie donc son backing field, et si la valeur est la même, on s'en va. C'est-à-dire que bon, ce qu'on fait habituellement en MVVM, etc., c'est que quand on a une propriété, si elle a la même valeur, il n'y a pas de changement. Là, on va placer la valeur à ce qu'on a reçu tout simplement, on indique le onProperty change puisqu'on n'a pas d'autre solution. No connection message is visible, c'est la valeur. Donc en fonction de si on a ou si on n'a pas de connexion Internet, on va afficher donc notre petit message qui dit « Vous avez besoin d'une connexion pour travailler ». Si on a de l'Internet, on va faire un load blog, on recharge la page principale, et selon le cas, sinon, on rend la WebView invisible,
Parce que quand le petit message s'affiche, comme vous l'avez vu, je veux que l'écran soit vide en derrière, je veux pas qu'on puisse continuer à se balader en scrollant derrière le petit message, alors qu'il n'y a pas de connexion. Donc on va gérer au niveau de la page le unappearing et le undisappearing, tout simplement déjà pour être propre, clean vis-à-vis de la gestion d'événements qu'on a détourné, qui est celle de connectivity. Donc on s'abonne, on connecte un event handler à connectivity change quand la page apparaît, et on se débranche quand la page disparaît, ce qui évite de gérer des connexions et des activités alors que la page n'est plus visible. Et puis 2-3 petites choses, on va avoir une barre de progression qui va être visible, avec un await progress to pour donner la simulation de cette barre de chargement, tout simplement. Et quand on est en on-disappearing, on ne s'occupe que de se déconnecter de l'event handler. Quand le back bouton pressed, parce qu'en fait, il y a un back bouton qui est celui de l'Android de la machine ou de l'iOS, et ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va détourner ce back bouton pour pas qu'il soit utilisé en tant que navigation entre les pages de l'application, même s'il n'y en a qu'une seule, en tout cas, on ne veut pas ce comportement-là, on veut naviguer à l'intérieur du WebView. Donc, là, on va tester si le WebView peut faire un can go back, donc est-ce qu'on a le droit de revenir en arrière s'il y a des pages dans l'historique. S'il y a des pages dans l'historique, on va donner l'ordre de revenir, et on va faire un return true, parce que ici, la valeur de retour qui est booléenne va indiquer le cancel de l'opération. On ne veut pas que le système gère lui-même ça, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est si on est sur la première page du WebView, on va sortir de l'application. Et on veut que ça se passe comme ça, à une seule condition, c'est qu'on soit à 0 dans l'historique. Dans le cas donc où on ne peut pas revenir en arrière, ce qui veut dire qu'on est sur la première page, on a besoin d'un dialogue. Ce dialogue, on a besoin qu'il soit invoqué de façon certaine sur le thread du i, pour pas qu'il y ait de problème, puisqu'on va afficher quelque chose, on va souhaiter le faire avec un display alert. C'est l'avantage de ne pas être en vrai MVVM, là ici, puisqu'on est uniquement en code behind, c'est qu'on peut accéder à tout ça directement, c'est effectivement plus simple. Donc on va faire un await display alert, et puis sortir de là, êtes-vous sûr, ce que vous avez pu voir dans la petite démo tout à l'heure. Si la personne, l'utilisateur, répond qu'il veut sortir, on va invoquer ici quelque chose d'assez filou, parce que c'est pas tout à fait direct, il y a plusieurs méthodes pour le faire, il y a des avantages et des inconvénients à chacune, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais ici on fait un système diagnostic.process.getCurrentProcess.close main window, et là on va fermer, on est sûr qu'on ferme la main window de l'application, qui va être mise en sommeil. Donc c'est une façon de sortir de l'application avec Xamarin.Form. Vous en trouverez certainement d'autres si vous farfouinez. Elles ont chacune leur avantage et leur inconvénient. Et dans ce cas-là, si la personne n'a pas répondu oui, parce que si elle répond oui, on ferme, donc il ne se passe pas rien, mais si la personne a répondu non, on se retrouve ici, et c'est qu'elle a répondu non, donc elle ne veut pas sortir, donc on cancel l'événement, bien évidemment, de navigation. On a d'autres événements qui sont là, cette fois-ci liés à la WebView, comme le unnavigated et le unnavigating. Là, la seule chose qui se passe, c'est unnavigated, on va rendre la barre invisible, la barre de progression invisible, puisqu'on a déjà navigué, navigated, c'est du passé, et unnavigating, ça veut dire qu'on est en train de, le ing en anglais, progress is visible égale true, cette fois-ci on la montre, et on refait notre petite animation qui repart de 0, et etc., etc. Bon, vraiment pas grand-chose. Ici, vous pouvez charger des animations de type Lottie, par exemple, avec des jolies petites animations, des choses très sympas. Ici, on se sert uniquement de ce qu'il y a dans la boîte. On a aussi le onReload requested, qui peut éventuellement être déclenché. Dans ce cas-là, on va tout simplement faire un load-blog, la fameuse méthode qui n'a qu'une seule ligne, qui fixe la source du WebView. On a le button click. Ça, c'est le bouton qu'on a mis dans la page master, du master detail. Et ça veut recharger la page. Donc on va encore appeler le load-blog, puis on va dire is presented égale false. Et bien ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans une page maître détail, quand on est en mode pop-over, en tout cas, donc quand on a le swipe avec la page qui part et qui vient de la gauche, on peut faire des tas de choses sur cette page, il ne se passe rien de particulier. Si l'utilisateur ne la ferme pas volontairement avec un swipe dans l'autre sens, elle va rester affichée. C'est le comportement par défaut et c'est souvent ce que l'on veut, mais pas toujours, parce que quand on s'en sert comme d'un menu, quand la personne elle clique sur quelque chose, on veut qu'elle revienne à l'application. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va cacher la page master par un is presented égale false, ce qui veut dire est-ce qu'elle est présentée? Elle n'est pas présentée, donc elle se cache. Et vous voyez que le code s'arrête là, il n'y a pas grand-chose de plus, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Donc, revoyons 2 secondes le fonctionnement de cette application. Je vais revenir à 0, on la lance, elle va s'afficher, et voici l'affichage de notre application.
donc de notre site web transformé en application Xamarin.Form. On peut se promener, on peut se balader. On a bien ici, puisque ce site a une bande avec des commandes qui est transformée en petit menu que vous ne verrez pas bien évidemment, puisqu'il y a un bug dans l'affichage de l'émulateur, hein, sur une device ça marche très bien. Mais ça c'est le design du site web lui-même. Par contre, qui dépend de l'application Xamarin.Form, l'affichage du master avec son logo et son bouton recharger, la page qui se cache, donc ça c'est le isPresented = false, la petite barre de progression en fait, qui est une simulation, parce qu'on ne sait jamais sur internet combien de temps ça va prendre, mais qui permet à l'utilisateur de voir qu'on valide visuellement son action, il se passe quelque chose, et c'est pas terminé, et quand c'est terminé, ça se cache. Quelque chose de véritablement simple, il ne reste plus qu'à créer toutes les images, les logos, les icônes, etc., ce qui est la partie la plus enquiquinante avec les 50 000 résolutions et les tailles de chacun qui ne sont pas les mêmes à faire, pour pouvoir publier cette petite application sur le store, aussi bien le Google Play que sur le store de chez Apple. Et ça vous permet éventuellement de transformer un blog en une application qui va être téléchargée, et c'est plus sympa pour un utilisateur d'appeler une application et de voyager dedans que de prendre son browser, surtout sur un smartphone, c'est assez pénible, et d'aller se balader dessus. Donc ça peut être un outil de promotion intéressant. Si j'ai le temps, je terminerai cette application et je la mettrai en diffusion au moins sur le store Android. Voilà comment on fait. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu voir rapidement comment faire ce genre de choses. Le code source, de toute façon, va être mis à disposition. Ça sera écrit dans le lien en dessous. Hein, c'est toujours le même lien de folder partagé pour .vlog. Et vous allez pouvoir inspecter vous-même et le faire tourner chez vous pour vous amuser et le remplacer par le nom de votre site si vous avez envie. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être fidèle à .vlog. Et je vous dis à la prochaine fois. Stay tuned.